Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition hockey du podcast Bulletin Sportif. Merci d'être là, merci d'être avec nous et merci à Gagne Sport d'être présent aussi pour nous soutenir dans tous nos projets. Donc voilà, on met la table aujourd'hui parce qu'on va avoir le retour de Léa McIntyre pour nous parler du hockey féminin. Avec elle, on parle du repêchage de la PWHL et des joueuses du RSEQ qui ont réussi à se faire une place dans la nouvelle ligue professionnelle. On parle du tournoi de Stony Creek où quelques équipes de niveau collégial d'ici ont très bien fait. Et on parle évidemment des matchs qui ont eu lieu en fin de semaine, des belles performances qu'on a eues. Et aussi, on a le côté masculin avec Denzel Carigueya et Tristan Mack. Ensemble, on va regarder la quantité de matchs qu'on a eu au niveau collégial masculin. D1, là aussi, d'excellentes performances, quelques surprises et évidemment, on va analyser tout ça avec nos deux experts. Donc, je vous invite évidemment à rester avec nous, prendre le temps d'écouter ça comme il faut parce que, comme d'habitude, on a des analyses de champions du monde avec notre groupe d'analystes. Donc, voilà. Volet hockey féminin avec Léa McIntyre. Bonjour Léa. Salut. Dehors au beau soleil. Après une semaine sans te voir, parce qu'il y avait toutes sortes de choses qui se passaient en même temps la semaine passée, mais il n'y a pas eu de match de hockey collégial, donc ça tombait jusqu'à un certain point bien. Mais avant d'embarquer dans les matchs de la dernière fin de semaine, je veux quand même qu'on se parle parce qu'il y avait une raison pourquoi il n'y avait pas de match la fin de semaine, pas passée, mais l'autre d'avant. C'est que les équipes collégiales du Québec étaient au tournoi de Stony Creek aux États-Unis. Et je veux que tu me parles un peu de ça, de cette expérience-là pour vous autres, mais aussi ce que représente ce tournoi-là pour les joueuses collégiales chez nous. C'est un des plus gros tournois que j'ai fait. Il y avait 64 équipes séparées dans 4 divisions, si je ne me trompe pas. Et il y avait tellement de recruteurs. C'est l'endroit parfait pour les joueuses pour se mettre dans la vitrine puis d'espérer avoir des offres pour l'université, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, division 1 ou division 3. Tout le monde était là. C'était vraiment impressionnant de se promener dans les corridors puis de voir tous les scouts, tous les entraîneurs de plein d'équipes. Donc, oui, la raison principale pour laquelle nous, on allait là, c'était pour permettre à nos joueurs de se faire voir pour accéder au niveau supérieur. De notre côté, ça a quand même bien été. On était quand même satisfaits. On a 2 victoires, 2 défaites, 1 nulle. On a eu la chance de jouer contre la Slovaque qui a battu tous les records au championnat du monde junior féminin l'année passée. Donc, ça, c'était vraiment impressionnant de l'avoir allé. C'était le fun de voir notre équipe être capable de rivaliser avec elle. Ça a fini un match 4-0 pour Rochester, l'équipe pour laquelle elle joue. Mais c'était pas un match de 4-0. Ça a été vraiment un bon match. Donc, ça, c'était le fun. On a pu bâtir. C'était notre premier match sur nous. On a pu bâtir sur ça. Puis se préparer. Puis là, cette semaine, on jouait contre John Abbott. Fait que là, on avait vécu cette adversité-là de jouer contre des équipes plus puissantes à Stony Creek. Donc, ça nous a vraiment bien préparés pour la saison, là. Puis c'est intéressant parce que tu le mentionnais, c'est les recruteurs des universités. C'est pas seulement les universités de la NCAA, les universités canadiennes aussi se présentent là. Donc, ça devient vraiment le rendez-vous. Est-ce qu'il y en a un autre ou est-ce qu'il y en a d'autres des tournois qui rassemblent autant d'équipes et de recruteurs comme ça ou c'est vraiment la référence? J'aurais tendance à dire qu'aux États-Unis, il doit en avoir, mais au Canada, dans notre coin, plus, je pense que c'est le seul. À Québec, au mois de janvier, fin janvier, il va en avoir beaucoup aussi, mais jamais autant qu'à Stony Creek. Donc, on rentre dans l'aréna, là, puis on va à la salle pour enregistrer l'équipe, puis il y a la feuille de présence des universités, puis la feuille est remplie, là. C'est vraiment impressionnant. Fait que les petites vestes et les chandails avec les logos de toutes les universités sont toutes là. Ils sont toutes là. Que ça soit division 1, division 3,
qui viennent à côté, en Ontario, que ce soit de l'Arizona, ils étaient là. Il y avait vraiment de tout, là. Pour les filles qui jouent, justement, est-ce qu'il y a un stress à gérer de plus? Parce que veux pas, tu le sais que tu t'en vas là pour ça. Évidemment, tu veux gagner des matchs, mais à quel point, justement, il faut recentrer tout le monde sur hey, écoute, là, on a un travail d'équipe à faire d'abord et avant tout. Là, fais pas juste te montrer la face. Fait que quel travail vous avez à faire là-dessus? Est-ce qu'il y a une approche différente? J'ai pas senti que c'était un stress supplémentaire qui déstabilisait nos joueuses. Je pense qu'ils ont pris ça comme motivation pour dire regarde ce que je peux faire. Donc, de notre côté, on n'a pas eu trop de gestion à faire par rapport à un stress de plus. Ça a vraiment bien été avec nos joueurs. John Abbott et Limoilou qui ont très bien fait d'ailleurs dans le tournoi. Les deux sont revenus avec des médailles. John Abbott avec une médaille d'argent puis Limoilou qui a une médaille de bronze, si je ne me trompe. Fait que très, très bien pour nous autres, ça aussi. Oui, la manière que ça fonctionne là-bas, il y a comme 3 finales. Il y a la finale or, la finale argent et la finale bronze. Limoilou a remporté la finale bronze. J'ai eu l'opportunité de voir une période de Limoilou là, avant un de nos matchs. Puis, ils jouaient vraiment bien, donc félicitations à eux. Puis John Abbott qui a tout ramassé sur leur passage, sauf en finale, ils sont inclinés 1-0. Là. Les deux équipes ont vraiment bien performé. Puis c'est le fun de voir que nos équipes québécoises performent aussi bien à travers l'Ontario et les États-Unis. Là. Puis effectivement, à John Abbott, là, il y a 3 joueurs, les 3 qu'on s'attend. Là, le Skodan, Barbirati, d'Alessandrio qui vraiment ont fait flèche de tout bois. Là, je pense que c'est une quinzaine de points dans le tournoi. Donc, franchement, des grosses performances. Assurément qu'elles ont ouvert des yeux là-bas. Ici, pendant ce temps-là, on a eu un repêchage important. Je sais qu'on parle de sport étudiant ici, puis de hockey collégial universitaire, mais on a maintenant une étape de plus qui est claire pour tout le monde, c'est-à-dire que les joueuses peuvent aller jouer dans la PWHL. On a eu le repêchage, comme je disais, et ça a permis à des anciennes du RSEQ d'être repêchées et d'être vues, notamment Jade Downey-Landry, qui a été repêchée en 9e ronde. On l'avait vu avec la Force l'année passée. Il y a, pourquoi j'oublie son nom, Audrey-Anne Veillette. Pas que j'avais oublié son nom, mais j'avais un petit blanc. Audrey-Anne Veillette aussi, là, la super marqueuse de l'année passée avec les Carabins qui a trouvé preneuse, Anne-Sophie Bété. Fait il y en a quelques-unes, donc ça devient intéressant peut-être de voir là, que ces filles-là qui sont les meilleures, ben elles sont vues, là, fait qu'on va peut-être avoir une chance là, de trouver une place éventuellement dans la Ligue professionnelle. Oui, dans le fond, du circuit universitaire québécois, on a Anne-Sophie Bété. Non, Alexandra Labelle, qui a joué à Montréal. Alexandra Labelle aussi. Audrey-Anne Veillette, puis Jade Downey-Landry de McGill. Donc, 2 McGill, 2 Universités de Montréal. Puis, on a des joueurs qui ont joué au cégep aussi avant de s'en aller dans la NCAA. Je pense à Gabrielle David, qui a été repêchée à Montréal, qui elle, a joué pour les Titans de Limoilou, ou Elisabeth Giguère, qui a joué pour Limoilou aussi. Donc, c'est le fun de voir nos Québécoises se rendre au plus haut niveau. Audrey-Anne, qui a été repêchée dans la dernière ronde, avec Alexandra Labelle, dernière ronde aussi. J'avais hâte de voir si elle allait sortir. Là, je pense que si je calcule bien, là, je pense que 18 joueuses qui sont les 3 qui ont signé, plus les 15 rondes. Ça veut dire qu'il reste un petit peu de place. Donc, il va y avoir, j'imagine, un camp d'entraînement ouvert. Puis là, à ce moment-là, d'autres joueuses qui ont passé par le RSEQ vont pouvoir essayer de se tailler une place. Puis, je ne sais pas si tu l'as regardé, c'est le repêchage, mais quand Jade a été repêchée, moi, ça m'a fait bien rire. Le directeur général à New York, c'est Pascal Daou. Pascal était un entraîneur avec les Carabins il y a quelques années. Puis, il a annoncé la sélection de Jade en disant qu'elle a toujours été son ennemie puisqu'elle jouait à McGill et que là, il la prenait dans son équipe. Donc, ça m'a fait bien rire le petit clin d'œil à leur parcours dans le circuit universitaire. Puis, je suis vraiment content pour elle parce que c'est une fille que, elle a eu ses chances, en tout cas, elle a eu ses expériences avec Hockey Canada,
mais n'a jamais réussi à passer le niveau suivant pour être membre, je vais dire, plus permanente là, de l'équipe canadienne. Et c'est une joueuse extrêmement talentueuse, puis elle est forte. Et c'est pas juste bonne, là, elle est forte, elle est grande, elle est costaude, elle est capable de suivre le rythme avec tout le monde, puis elle a un talent indéniable. On l'a vu l'année passée avec la force, là. Elle était sur le premier trio, elle jouait bien. Donc, j'ai vraiment hâte de la voir régulièrement contre les meilleurs au monde, voir comment elle va s'en tirer, puis peut-être justement si ça va lui permettre d'avoir une autre chance éventuellement avec l'équipe canadienne, parce que ça reste une excellente joueuse. Oui, exact. En souhaitant qu'elle progresse en jouant avec les meilleurs, puis qu'elle ait une opportunité de retourner au camp avec l'équipe nationale et de se faire une place sur l'équipe. Même chose avec Elisabeth qui allait au camp, mais qui réussissait jamais vraiment à se tailler une place. Là, de jouer avec les meilleurs comme ça, là, j'espère que ces joueuses-là puissent réussir à rester sur l'équipe nationale. Là. Exact. Puis, tu sais, ça va être intéressant aussi de voir cette année, c'est qui les joueuses au niveau universitaire qui vont être rendues à l'étape de probablement essayer de se faire une chance. Puis, tu sais, on n'a pas le choix à penser aux filles de Concordia. Il y en a quelques-unes qui sont sur le bord, là. Je pense à Rosalie Bégincé qui avait, elle, il a pris un contrat avec la Force avant que la Force puis cette ligue-là se fasse démanteler ou en tout cas avaler par la PWHL puis que ces contrats-là soient rendus caducs. Mais à ce moment-là, Rosalie Bégincé décide de revenir avec Concordia pour sa dernière année. Fait qu'on verra si cette décision de Rosalie va lui permettre après ça de faire le saut, ou en tout cas d'être vue une autre fois pour avoir une chance d'avoir un contrat professionnel. Puis, évidemment, il va y avoir des Amy Fecto et compagnie là, qui vont être assurément intéressantes à suivre pour voir les prochaines étapes de leur carrière. Fait que ça annonce bien pour la saison, sachant que c'est pas juste une finalité, la fin de leur carrière universitaire, ça va être, c'est peut-être le début d'autres choses. Donc, très content de voir tout ça, comment ça se passe. Oui, ça doit être super le fun pour eux aussi de savoir que c'est pas leur dernière saison. Tu sais, il y a une possibilité après. Tu sais, le mindset, il doit changer. Là, avant, tu jouais, c'était la dernière saison, c'était pas trop certain si tu allais pouvoir continuer à jouer ou non. Mais là, de savoir qu'il y a une opportunité, ça doit vraiment être une motivation supplémentaire à ta dernière année. Là. Exact, exact. Donc, comme je disais, ça va être un élément qu'on va vouloir surveiller, là, les joueurs en particulier, au-delà des victoires d'équipe et des victoires d'équipe, justement, puis la bataille pour un éventuel championnat provincial ou canadien, voir certaines des joueuses comment ça vont pouvoir se démarquer. Collégial, on va revenir à la vie de tous les jours, c'est-à-dire nos matchs quotidiens ou hebdomadaires. Tu en as parlé tantôt, justement, puis je veux amorcer avec ça. Vous avez bien fait au tournoi de Stony Creek. Ça vous a préparé pour revenir pour cette semaine. Ça a commencé avec un match contre les puissantes Highlanders de John Abbott qui l'emportent, mais 3-2 seulement, 49 arrêts de Jeanne Lortie. Donc, raconte-moi ça un peu parce que ça a mis la table après ça pour votre première victoire de la saison contre Édouard Montpetit le lendemain. Oui, John Abbott, c'est nos rivaux. Hein? On est les deux cégep anglais de la région. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué ensemble dans les années antérieures. Donc, c'est tout le temps des matchs super intenses qu'on joue contre eux. On était bien préparés. Jean nous a permis de rester dans le match. Là, ils ont pris les devants. On a réussi à marquer un but. Après ça, ils ont fait 3-1. On est revenu 3-2. Puis à la fin, on a eu un beau power play, mais on n'a pas été capable de s'installer dans leur zone, de retirer notre voleur puis de se donner une chance d'égaliser le match. Mais on était contents. Mais on n'est pas satisfait. On veut être capable de les battre. Mais on était quand même fiers de la performance de nos joueuses. Là, c'est 49 arrêts pour Jeanne, mais on s'est quand même bien... ça n'a pas été une domination, donc on s'est quand même bien battu, puis on a eu des opportunités. Donc, ça, c'est le fun et encourageant aussi. Puis ça va juste mettre la table pour le prochain match qu'on va jouer contre eux. Puis après ça, une victoire, comme je disais, de 2-0 contre Édouard Montpetit. Fait qu'enfin, là, la première victoire est acquise. Fait qu'on continue de bâtir sur du positif là, pour le reste en fait, les prochaines semaines. Exact, ça fait du bien, là, la victoire contre Édouard. Première victoire, premier jeu blanc pour notre gardienne recrue Camille Godet. Donc, on était très content pour elle. Non,
c'est comme une pression qui vient de tomber d'avoir notre première victoire. Ça n'a pas été facile, par contre. Là, mention spéciale à la gardienne de but d'Édouard Montpetit qui a été super solide dans ce match-là. On rejoue contre eux mercredi. Donc, on va se préparer. Puis on sait que ce ne sera pas facile. Je pense que cette année, il y a quand même une belle compétition entre les équipes. Oui, il y a John Abbott, Limoilou, Lennoxville, Constatas qui sont très forts. Mais je pense qu'on peut quand même avoir des surprises ici et là. On voit dans le Saint-Laurent, André Laurando ont joué contre cette semaine. Ça a été serré. André Laurando a été gagné contre Édouard Montpetit en fusillade, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, c'est quand même des matchs qui sont serrés et qui sont excitants et qui peuvent aller d'un côté ou de l'autre. Là. Mais tu parlais des grosses équipes. Il y a eu une grosse victoire quand même de Champlain-Lennoxville, 4-1 contre Limoilou, à Limoilou. J'ai été quand même surpris parce que aussi ça finit 36-23 dans les tirs au but en faveur de Champlain-Lennoxville. Est-ce que Limoilou était fatigué ou c'est Champlain-Lennoxville qui a joué un match et qui a montré à tout le monde que elles sont vraiment partie prenante là, du groupe de tête, là, que ce n'est pas une affaire de juste entre Limoilou puis John Abbott, mais que Champlain-Lennoxville est encore là. Limoilou menait 1-0. Fait que je ne sais pas ce qui est arrivé après. Champlain a réussi à revenir dans le match et d'aller gagner quand même 4-1 à Limoilou. C'est pas facile de gagner à Limoilou. Ils ont une belle foule qui est bruyante. Donc, c'est toujours difficile de jouer là. Mais là, d'aller gagner d'une façon convaincante, 4-1 là-bas, c'est un statement que le Knoxville a fait, que oui, ils sont là, eux aussi, puis qu'il ne faut pas penser que c'est juste Limoilou et John Abbott cette année. Donc, bravo à eux. Ça ne devait pas être facile. Ils ont eu le tournoi aussi, eux autres, à Stoney pour se préparer à jouer Limoilou. Est-ce que Limoilou était fatigué? Ils ont quand même eu leur semaine, comme tout le monde, de récupération et de pratique. Donc, je ne sais pas comment ça se fait de l'autre côté, mais je suis contente de voir que le Knoxville s'est bien battu comme ça et réussi à gagner à Limoilou. Effectivement, puis c'est comme tu disais, ça lance un message parce que là, Champlain-Lennoxville est parti déjà en force, 4 victoires, aucune défaite, 16 buts pour, 2 buts contre seulement depuis le début de l'année. Donc, un départ en force. Les Highlanders de John Abbott, 2 victoires, aucune défaite. Donc, elles ont seulement 4 points, mais parce qu'elles n'ont joué que 2 matchs. Boomerang d'André Laurando, 3-1. Ensuite, Limoilou, 2 victoires, 1 défaite. Dawson, 1 victoire, 3 défaites. Et on attend toujours les premières victoires là, du côté de Édouard Montpetit et Saint-Laurent. La semaine prochaine, on a évidemment une autre série de matchs. Dawson, vous jouez à Édouard Montpetit et vous recevez Limoilou. Donc, 2 matchs importants. Un contre Édouard Montpetit parce qu'effectivement, c'est une équipe, vous venez de les battre, mais en même temps, il y a toujours une bataille là, pour les places en éliminatoire à la fin. Donc, c'est toujours important, les matchs face à Édouard Montpetit. Puis après ça, recevoir Limoilou. La commande va être importante. Donc, ça va être intéressant de voir si vous allez être capable de, justement, aller chercher cette victoire-là plutôt que d'avoir une victoire morale, aller chercher, finir le travail et aller avoir une grosse victoire contre une équipe de tête comme ça. Exact. Puis, on a hâte de recevoir Limoilou. On a hâte de jouer contre eux, voir on est où par rapport à eux. On a gagné contre eux l'année passée, donc on sait qu'on est capable de le faire. On va bien se préparer cette semaine. On a une courte semaine à cause qu'on joue contre Édouard mercredi. Mais on va être prêts, puis on a hâte à ce match-là. Très hâte de suivre ça. Que cette semaine, en plus des matchs de Dawson, on va avoir André Laurando qui est à John Abbott vendredi. On va avoir André Laurando, encore une fois, maintenant samedi après-midi à Champlain-Lennoxville. On a parlé de Limoilou contre Dawson samedi. Puis dimanche, on a Édouard Montpetit à Limoilou et John Abbott à Saint-Laurent. Donc, une autre belle fin de semaine à suivre du hockey féminin. Léa, tu vas être avec nous, évidemment, pour en parler la semaine prochaine. Donc, bien hâte de faire le tour de tout ça avec toi. Oui, j'ai hâte, en espérant avoir des résultats positifs de notre côté à partager avec vous. On va vous le souhaiter. Merci. Merci. Salut, à la prochaine. Bye.
Hockey masculin avec Denzel Carré-Gaillard, Tristan Mac. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Vous allez bien? Oui, merci. Super bien. Super bien. Alors, on a encore une fois un beau, un bel événement, une belle fin de semaine qu'on a eu à suivre du bon hockey. Des performances très intéressantes et d'autres qui sont, disons, qui amènent plus que des points d'interrogation. On va regarder ça ensemble. Je vais commencer avec Outaouais contre Saint-Laurent. Une victoire de 8-4 des Patriotes. 4 des 5 premiers buts des Pats en avantage numérique. Outaouais va remonter un petit peu la pente. C'était 5-2. On a monté ça à 5-4 en début de troisième, mais 3 buts en 2 minutes 20 en troisième période. Et c'en était fait des Griffons. Denzel, comment tu as vu cet affrontement? Honnêtement, je pense que tu résumes bien ce match-là. Du côté de l'Outaouais, on s'amenait à Montréal avec la ferme intention d'essayer de remporter un match face aux Patriotes du Cégep Saint-Laurent. Il faut savoir que depuis que l'Outaouais s'est joint à la Ligue collégiale, ils n'ont jamais remporté un match face aux Patriotes. Donc, c'était une tâche, puis un objectif qu'on s'était fixé malheureusement, comme tu l'as dit. On a joué d'indiscipline, puis les Patriotes ont su en profiter. On a inscrit quand même 4 buts, mais on leur a donné 8 occasions de déployer leur attaque massive. Puis dans ce genre de duel-là, on sait que les Patriotes ont une force offensive qui est l'une des meilleures du circuit. Puis ça s'est retranscrit avec des buts. Olivier Brideau qui aurait certainement voulu mieux faire dans la défaite, mais forcé d'admettre que du côté de Saint-Laurent, on a joué dans nos dominantes. On a été excellents sur les unités spéciales. Puis du côté de l'Outaouais, eh bien, même si on a été en mesure d'essayer de revenir au score. C'était 5-4 à un moment donné dans le milieu de cette troisième période. Puis on a concédé 3 buts coup sur coup. Puis à ce moment-là, je pense que le tout était joué du côté de Saint-Laurent. Je pense qu'on a bien joué nos cartes. Puis ça nous permet de confirmer une victoire face à l'Outaouais. Je pense du côté de l'Outaouais, on a trouvé notre bête noire dans le circuit. Puis ça va toujours être le Patriote du Cégep Saint-Laurent. Ben, toujours, on va espérer que non, parce que... C'est ça qu'on espère du côté de l'Outaouais. Il reste encore 2 autres matchs cette saison. Hâte de voir comment on va réagir. Là. Oui, puis écoute, intéressant quand même, parce que c'est de voir que cette équipe de Saint-Laurent-là, qui a une force de frappe importante, qui a beaucoup de talent, ça reste une jeune équipe. Puis on l'a peut-être vu justement dans le match de dimanche contre Champlain-Lennoxville, une défaite de 5-2, mais levons notre chapeau à Champlain-Lennoxville qui arrive à avoir des bonnes performances assez stables malgré tout. Donc, si une équipe n'est pas à son plein rendement de journée, c'est loin d'être une victoire acquise. Puis, c'est aussi l'impact, messieurs, là, de Dominique Desmarais du côté des Cougars du Collège Champlain-Lennoxville. On sait comment Dominique est un entraîneur structuré, il sait ce qu'il fait. Et je ne suis pas surpris d'avoir les Cougars offrir des bonnes performances là, depuis le début de la saison, bien qu'ils n'aient pas la même profondeur que dans les années passées. Ils ont tout de même une bonne équipe entre les mains. Et ça va être intéressant là, de suivre la suite de la saison. Il faut dire que du côté de Lennoxville aussi, juste pour compléter la réponse, je pense qu'on a des joueurs qui étaient appelés à jouer des rôles de profondeur l'année passée, qui cette année ont vraiment pris d'autres galons. Là, ils sont vraiment à un autre niveau. Je pense à des joueurs comme Benjamin Clément ou bien Thomas Sirois. C'est des joueurs qui jouent un peu dans l'ombre des Yargo l'année passée, qui cette année, en ce moment, ils sont en train de transporter leur équipe. Oui, très, très intéressant. En effet, là, comme tu dis, certains joueurs, c'est pas tout le temps une question de talent qui fait qu'on ne les voit pas. C'est des fois une question d'utilisation. Dans ce cas-ci, c'en est un bel exemple. Je veux quand même attirer votre attention sur les performances de Sorel Tracy. Sorel Tracy a perdu 2-1 contre la Flèche, mais ça a pris 42 arrêts d'Alexis Cournoyer. Et on va parler de ça parce que tout de suite après, ils sont allés, Sorel Tracy s'est fâché le match d'après. Un autre match de 43 tirs, mais cette fois, il y en a 8 qui sont entrés contre Lionel Groux. On va en reparler après parce que Lionel Groux, je pense qu'il y a des choses à se poser. Comment, Tristan, là, comment tu vois ça? Je pense qu'on savait que Sorel était une équipe forte. Oui, tu vas arriver, tu vas perdre des matchs des fois parce qu'un gardien est goal sur la tête, comme l'a vu l'expression, mais ça arrive. Mais Sorel Tracy, franchement, joue son hockey offensif solide. Absolument. Et donnons crédit justement là, à Léo Saint-Michel, qui est probablement un des meilleurs joueurs dans le circuit actuellement. 8 points en 4 matchs, 5 buts, 3 passes. Lorsque je regarde ça, là, c'est lui qui est au sommet
du classement des buteurs dans le circuit avec Antoine Lucier. Les deux ont 5 buts depuis le début de la présente campagne. Donc, il ne faut pas être surpris de voir de telles performances de la part de Léo Saint-Michel. C'est sa dernière année. C'est sûr et certain qu'il voudra tout faire en sorte pour qu'il puisse jouer peut-être au niveau universitaire canadien parce que, étant donné qu'il avait joué un peu là, dans la LHJMQ, il n'a plus son éligibilité de la NCAA. Mais une chose est certaine, je pense qu'il va attirer les yeux des recruteurs au niveau universitaire canadien. Puis, il ne faut pas oublier non plus Donovan Côté qui offre des bonnes performances également depuis le début de la présente campagne. Là. Donc, du côté de Sorel, il y a plusieurs joueurs là, qui font le travail depuis le début de la saison. Et ça va être très intéressant de voir la suite des choses. Là. Je regardais du côté des matchs là, des Rebelles, justement, là, Léo Saint-Michel, 4 points contre les Nordiques de Lionel Groulx, 3 buts et une passe. On ne peut pas dire que ce n'est pas un joueur d'impact, ce joueur-là. Là. C'est un joueur d'impact, au même titre que Mathis Dufour est un joueur d'impact du côté de Tedford, au même titre qu'Alexis Cournoyer est en train de devenir un gardien de but d'impact pour les Dragons du Collège de la Flèche. Je pense que c'est très intéressant ce qui se passe du côté de Sorel. Et on l'avait dit en préambule de saison, pas beaucoup de recrues du côté des Rebelles. Beaucoup de vétérans. Éric Messier va vouloir rôder ça au quart de tour pour être certain que son équipe puisse augmenter son niveau de jeu d'un cran au fur et à mesure que la saison avance. Et du côté de Sorel, on est très, très bien épaulé. Oui, on parle beaucoup de Léo Saint-Michel, mais on l'a mentionné, le fait qu'ils ont beaucoup de vétérans qui sont de retour. On a eu de l'expérience de l'année passée qui va leur aider au fil de la saison. Puis les recrues qui sont amenés à jouer cette année font de l'excellent travail. Je pense notamment au défenseur Émile Dubois, l'ancien capitaine des Gaulois de Saint-Hyacinthe, qui est amené à jouer dans cette belle brigade défensive qu'on a à Sorel. Donc, du côté de Sorel, si on continue à jouer de la même façon, contre des équipes qui, il faut le mentionner, de marquer 8 buts face à Lionel Groulx. Oui, la défensive de Lionel Groulx a quelques problèmes récemment, mais c'est quand même quelque chose d'exceptionnel de marquer 8 buts dans un match après avoir été frustré face à Alexis Cournoyer. Je pense qu'on voit beaucoup de caractère dans cette équipe de Sorel-Tracy. Puis c'est de bon augure, là, même si on vient de jouer quelques matchs. Mais je pense que du côté d'Éric Messier, on peut être content de la façon dont on se comporte du côté des Rebelles. Effectivement, mais tu m'amènes, puis j'en ai glissé un mot pour commencer, mais je veux qu'on en parle des Nordiques de Lionel Groulx. Là. On a accordé 21 buts en 3 matchs cette année. Donc, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. On parlait d'une bonne équipe de hockey, mais franchement, il y a assurément des enjeux de cohésion défensive, des éléments qu'on comprend mal ou qu'on applique mal. Parce que accorder 21 buts comme ça en début de saison, ça démontre clairement qu'il y a des choses pour lesquelles on n'est pas prêt encore, ou en tout cas qui n'ont pas été assimilées. Là. Donc, il va falloir régler ça rapidement. Parce que les Nordiques, on les voyait comme une équipe de haut de classement. Et en ce moment, avec une défensive comme celle-là, on n'avancera pas très loin. Là. Et messieurs, je voulais parler d'un départ du côté des Nordiques de Lionel Groulx qui est peut-être passé dans l'ombre de cette semaine nationale des entraîneurs. Et je parle du départ de Kevin Brodeur. Kevin Brodeur, c'est un entraîneur passionné. C'est un entraîneur intense derrière le banc. Il transmet sa passion auprès de ses joueurs, ses connaissances, etc., etc. Il était l'entraîneur adjoint de Charles Dupéré. En début de saison, il a quitté pour des nouveaux défis, semble-t-il. Ce départ-là, là, c'est sûr que, bon, vous allez me dire que c'est seulement un entraîneur, etc., etc., mais tout de même, c'est un morceau important du personnel d'entraîneur des Nordiques du Collège Lionel Groulx qui est parti. Sans dire que, bon, je n'ai absolument rien là, contre le reste du personnel d'entraîneur des Nordiques de Lionel Groulx, ce n'est pas une attaque quelconque, mais je pense que ça fait mal actuellement le départ de Kevin Brodeur du côté des Nordiques, parce que beaucoup de personnes parlaient en bien de lui et ça se voit sur la glace actuellement que cette équipe-là est en mode d'ajustement. Je regardais le match en Blainville contre le Boomerang. Bon, les Nordiques avaient connu une sublime première période, avaient marqué 4 buts, étaient intenses, s'étaient mis à jouer du bon hockey. Et là, soudainement, le Boomerang était venu créer l'égalité avec 2 buts consécutifs.
Charles Dupéry a demandé un temps d'arrêt pour essayer de ramener sa troupe à l'ordre. Et finalement, ça ne s'est pas passé de la bonne manière là, pour les Nordiques. Je ne comprends pas comment que cette équipe-là ne performe pas à la hauteur des attentes actuellement. Une chose est certaine, je pense que peut-être le gabarit des joueurs serait peut-être une nuisance en ce sens où est-ce que souvent dans les batailles territoriales, tu as besoin d'un gros bonhomme dans les coins de patinoire pour aller chercher ces rondelles-là. Mais une chose est certaine, côté exécution, les Nordiques auront du travail à faire. Ça, c'est certain. Absolument, parce qu'on regarde, on est la troisième équipe qui accorde le plus de tirs au but. Pourtant, c'est pas parce qu'on ne tire pas. Là, on tire 33 fois par match, mais on en accorde 36,7. Il y a un élément, malgré ça, le 36,7, je ne suis pas sûr qu'on devrait accorder 7 buts par match sur 36-37 tirs, là, mais il reste que il y a clairement, on donne beaucoup de chances, on donne des chances de qualité. Il y a beaucoup de monde qui, ultimement, ne fait pas le travail. Puis quand c'est beaucoup, on est obligé de penser que c'est quelque chose de collectif, que c'est pas juste une quantité, parce qu'il y a trop de joueurs qui jouent mal. C'est ensemble là, que ça fonctionne pas. Fait qu'il y a quelque chose à régler, puis je pense que tu amènes un bon point quand c'est un coach là, qui peut-être fait cet effet-là. Puis la bonne nouvelle là, du côté de Lionel Groulx, cependant, c'est qu'on peut s'appuyer sur des joueurs qui ont de la qualité. On a une défensive avec des joueurs comme Jacob Chicoine, des défenseurs comme Demers, Lebeau, c'est des défenseurs de qualité qui ont de l'expérience dans le circuit. Puis on a 3 gardiens aussi qui, selon moi, on a de la belle profondeur. Là. On parle ici de Rémi Cloutier, Nathan Cadieux et Justin Laplante. C'est 3 gardiens qui vont, qui ont vu beaucoup de rondelles entrer dans leur filet, mais on va devoir se resserrer. C'est la chose à faire. Mais au niveau de l'offensive, je pense que les joueurs importants en ce moment font la différence. Mais il va falloir avoir du support parce qu'on ne va pas pouvoir à chaque soir s'appuyer sur des joueurs comme Théoret, Thériault et Brassard. Et ça l'a paru dans les premiers matchs de la saison. Il va falloir que les joueurs de la profondeur soient en mesure de combler le restant du jeu offensif de Lionel Groulx parce qu'en ce moment, on concède trop de buts. Il va falloir qu'on apporte des ajustements parce qu'en ce moment, c'est très, très difficile. Puis si on m'avait dit au début de la saison que Lionel Groulx serait la seule équipe sans victoire après les 2 premières semaines d'activité, j'aurais été le premier surpris. Effectivement. Puis pour passer à une autre équipe, justement, si on veut faire le lien, je parlais des tirs pour, tirs contre, une équipe qui a un différentiel très, très, très positif. Ce sont les Lions du Cégep Champlain-Saint-Laurent. 2 grosses victoires en fin de semaine, je veux le souligner. Une victoire de 9-4 d'abord contre les Janois d'Alma. Et ils ont infligé leur première défaite au Boomerang d'André Laurando. 9 points dans la fin de semaine pour Jérémy Bello. Donc, clairement, le producteur par excellence en fin de semaine. Mais chapeau à Champlain-Saint-Laurent qui a un très solide début d'année. La seule défaite jusqu'à maintenant, c'est un 5-4 contre Saint-Laurent. Mais après ça, là, un gros 9-4 contre Alma, puis surtout le 4-2 contre André Laurando. Bon, évidemment, André Laurando allait finir par en échapper une. Il ne faut pas non plus voir ça comme un affront ou quoi que ce soit. Mais quand même, je pense que ça démontre surtout la qualité du travail qui est effectué à Trois-Rivières, à Saint-Laurent. Absolument. Et juste pour vous dire combien cette semaine-là change la donne au niveau des points là, pour Jérémy Bello. Il n'avait qu'un seul point en un match en début de saison. Et là, maintenant, il est rendu à 10 points en 3 matchs. Là. Juste pour vous dire combien ça change la donne un week-end des fois. Là. Mais c'est ça. Chapeau aux Lions et surtout dans le match contre le Boomerang. Le Boomerang avait bien amorcé le match avec 2 buts là, tôt dans la partie. Mais après ça, ce fut un manque d'opportunisme du côté du Boomerang, du mauvais positionnement défensif. Les Lions qui attaquaient beaucoup vers le filet, qui ont décoché beaucoup de lancers vers le filet, qui ont récupéré des rondelles libres. Et la majorité des buts que le Boomerang a donnés en fin de semaine, c'était sur des surnombres. Et il faudra réparer ça. Mais du côté de Champlain-Saint-Laurent, un très bon week-end. Pierre-Cédric Labrie fait du bon travail. Il faut surtout donner crédit au désavantage numérique des Lions parce que dans le match contre le Boomerang, à 2 reprises, le Boomerang a été en avantage numérique 5 contre 3
et n'a jamais été en mesure de marquer un but sur ces séquences-là. Ce n'est pas peu dire, là. Ça veut dire que l'unité d'infériorité numérique du côté de l'ancienne Lorette, ça fonctionne. Et les équipes devront trouver le moyen d'affronter ce désavantage numérique-là. Là. Du côté de St. Lawrence, je pense qu'on mentionne la performance de Bello, mais aussi Benjamin Chabot, l'ancien joueur du séminaire Saint-François qui, durant ce week-end, a noirci la feuille de pointage plus de fois qu'autrement. Puis pour lui, c'est un joueur qui a participé au camp des Tigres de Victoriaville. Il s'est fait retrancher. Il a accepté de retourner à St. Lawrence. Puis en ce moment, je pense qu'on a trouvé des joueurs qui seront en mesure de remplacer un certain Émeric Bussière. C'est lui qui était le meneur offensif du côté de l'ancienne Lorette. On a en Bello et Chabot 2 joueurs qui, ce week-end, ont fait l'espérance pour leur formation. Puis c'est 2 recrues. Donc, on a énormément de vétérans du côté de St. Lawrence. On parle du désavantage numérique qu'on a eu avec les Lions face au Boomerang. Je pense qu'on a extrêmement bien joué nos cartes face au Boomerang. Puis c'est surtout dans le caractère. On tire 2-0 à l'entracte. On est en mesure de se regrouper face à une équipe du Boomerang qui est en contrôle depuis le début de la saison. Puis on est en mesure de revenir à la marque. Puis par la suite, confirmer qu'on a un bon week-end. Je pense que c'est de bon augure du côté de Québec. Puis je pense que si Bello et Chabot sont en mesure de continuer sur leur bonne forme, je ne serais pas étonné s'ils se font rappeler par leurs équipes respectives durant la saison. Et du côté d'André Laurando, il faut souligner aussi la performance de Lucas Sauvé contre les Nordiques du Collège de Lionel Groux. 3 buts et 3 passes dans ce match-là pour Lucas. Vraiment un très bon match de sa part, mais également de son trio complet mené par Antoine Lucier et Zachary Paulus. Les 3 là, se trouvaient facilement sur la patinoire. Lucas était bien positionné au bon moment pour envoyer la rondelle vers le filet ou pour envoyer la passe vers un de ses coéquipiers qui marquait des buts. Alors, honnêtement, je pense qu'en nommant Bello et Sauvé, nous avons au moins 2 des 3 étoiles de la semaine du RSEQ. Je dis ça comme ça, là. J'irai peut-être avec Cournoyer pour le 3e. Je pense qu'on a quand même 3 bonnes candidatures là, soulignées, puis on a à peine parlé des matchs de vendredi et de samedi ou environ. Là. Non, absolument. Ben, regarde, écoute, faut sortir les performances les plus marquantes, c'est évident. Je veux aussi qu'on passe un peu de temps à parler des dynamiques du Cégep de Sainte-Foy. Si on parle des problèmes défensifs du côté de Lionel Groux, à Sainte-Foy, on a des problèmes à l'attaque. On est 0-13 depuis le début de l'année en avantage numérique. Je pense qu'il faut souligner cet élément-là. On a accordé 11 buts en 4 matchs, ce qui est très raisonnable au niveau collégial. Là, on sait qu'il y a beaucoup de buts qui peuvent se marquer, donc c'est très bien. Mais on n'en a marqué que 6. Et là, il va falloir que ça débloque de ce côté-là si, un peu comme Lionel Groux, on veut passer à vitesse supérieure et commencer à se positionner pour le classement. Parce que autant Sainte-Foy que Lionel Groux sont 2 équipes qu'on ne s'attendait pas à avoir aussi bas. Bon, la saison est très, 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 très jeune. Il ne faut pas non plus en faire un plat. Mais quand même, c'est des tendances qu'on ne voudra pas voir s'éterniser dans la saison. Là. Et l'attaque des Dynamiques qui est en pleine panne sèche actuellement. Là. Certains joueurs de l'année passée qui ne semblent peut-être pas trouver leur identité dans cette campagne 2023-2024 pour l'instant, bien qu'elle soit très jeune, mais il faut donner crédit aux gaillards du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue qui ont été chercher une victoire du côté de Sainte-Foy. Là. Un gros match de la part de la formation de Sébastien Gaulin. Il faut le souligner. Ce n'est pas évident de jouer pour les gaillards du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Toujours dans l'autobus, toujours en déplacement, peu importe contre qui, c'est toujours du gros déplacement, à moins que ce soit des matchs locaux. Et ils s'en vont jouer à Québec, vont chercher une victoire pour aller obtenir 2 points sur une possibilité de 4. Bravo aux gaillards. Là. C'est pas évident, ils ont donné la vie dure aux Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy. Il faut le mentionner, le second match n'a que fini 3 ou 4-1 pour les Dynamiques. Là. C'était un autre match serré. Là. Et ça aurait peut-être pu tourner en faveur des gaillards aussi. Alors, c'est positif pour l'Abitibi en ce jeune début de saison tout de même. Là.
Ouais, ce programme double, ouais. Ce programme double-là, je pense que c'était un programme double qui était à la portée des deux formations. Ça s'est quand même terminé 3-1 du côté de l'Abitibi-Témiscamingue lors du match de samedi. Puis il faut souligner quand même la belle performance de Benjamin Lessard. C'est lui qui inscrit le but gagnant et le but d'assurance dans ce match-là. Et du côté de l'Abitibi-Témiscamingue, on peut aussi s'appuyer sur un gardien en Mathis Pilon qui fait le travail. Je pense que ça a été une position l'année passée où est-ce qu'on avait de la difficulté. Quand on n'avait pas notre gardien numéro 1, à avoir de l'assurance devant le filet. Mais en ce moment, je pense que Pilon est potentiellement la solution au débat qu'on avait défensivement l'année passée. Et du côté de Sainte-Foy, on avait parlé d'un certain Jean-Christophe Diamond. Il a finalement été en mesure d'aller inscrire ses premiers filets de la saison. C'est un joueur en qui on fonde énormément d'espoir du côté de Philippe Tremblay. Et du côté des recrues à Sainte-Foy, on a aussi le but qui a été marqué par un certain Samuel, j'oublie son nom, pardonnez-moi. Attendez, c'est ça. On va le trouver. Fontaine, Samuel Fontaine, exactement, l'ancienne intrépide de Gatineau, qui a aussi inscrit son premier but de la saison. Donc, je pense qu'on a des joueurs qui, offensivement, vont vouloir débloquer. Je m'attends beaucoup à Jason Beaulieu aussi. C'est un vétéran de la saison passée. Il joue un peu aussi dans l'ombre de joueurs de l'édition 2022-2023. Mais pour lui, je pense que ça va le mettre en confiance. Il a 2 passes dans le match d'hier. Donc, du côté de Sainte-Foy, si on est en mesure de générer un peu plus d'offensive, on va en sortir gagnant parce que défensivement, on joue des matchs qui sont structurés. Puis on s'est débuté à des gardiens qui ont aussi fait le travail. Donc, il faut donner du crédit aux gardiens qui ont affronté Sainte-Foy. Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant, là, justement, avec Sainte-Foy. Contrairement à... je les compare beaucoup parce que c'est 2 équipes qu'on voyait plus haut et qu'en ce moment, ça ne part pas comme ils veulent. Mais je pense que la façon dont se déroulent les matchs pour Sainte-Foy, c'est moins... Comment je pourrais dire? Moins nébuleux. Je pense que... on va vouloir trouver des trucs pour que éventuellement la rondelle entre. Probablement qu'il va falloir être plus proche du filet, plus dérangeant pour le gardien adverse, des petites choses comme ça. Mais on tire souvent. On n'accorde pas beaucoup de tirs. Défensivement, tu l'as dit, on est structuré, on est efficace défensivement. On empêche les chances de marquer. Donc, le travail est quand même relativement bien fait de ce côté-là. Mais c'est vraiment... C'est la touche en attaque là, qu'il faut trouver une manière d'aller chercher. Là, en ce moment, les marqueurs n'arrivent pas à faire leur travail jusqu'au bout, là, finalement. Et c'est simple. Dans le collégial et dans le hockey en général, les buts se marquent tous sur des surnombres. Et sur la patinoire, il faut qu'ils trouvent le moyen. Puis je ne veux pas me prétendre tacticien ou autre, là, mais sur la glace, il faut que les joueurs trouvent le moyen de se créer des 2 contre 1 en quelque part, peu importe la situation. Que ce soit un 2 contre 1 à partir de la zone neutre, que ce soit un 2 contre 1 à l'embouchure du filet, il faut faire déplacer les gardiens de but. C'est ça que plusieurs des équipes ont fait d'ailleurs sur la fin de semaine. C'est une des recettes magiques et je pense notamment à un des buts du Boomerang contre les Nordiques, justement. Bon, le jeu se déroulait, puis la rondelle était à la droite du gardien Cadieux. Ça revient devant. Cadieux n'a même pas eu le temps de voir ce qui s'est passé et la rondelle est passée directement entre ses jambières. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un déplacement rapide de la rondelle d'un côté jusqu'à l'autre. Il y a eu un certain surnombre qui s'est créé, de la circulation, et ça l'a vaincu, là. Exact. Puis regarde, comme tu le dis, des fois, c'est pas tant le principe. Je pense que les joueurs, les entraîneurs savent très bien ça. C'est de le faire arriver, de l'exécuter. Puis, bon, comme on disait, la saison est très jeune. Il y a encore amplement de temps pour replacer tout ça. Puis, des fois, ça ne prend pas grand-chose pour déclencher le mécanisme qui fait ouvrir la porte, qui fait que ça marche, puis ça se met à marquer. Donc, on va leur souhaiter pour Sainte-Foy, parce que comme je dis, leur façon de jouer est moins problématique que d'autres pour le moment. C'est juste les résultats qui n'y sont pas. La semaine prochaine, messieurs, encore des bons affrontements, évidemment. On a un gros vendredi soir. Je trouve qu'on a 3 matchs très intéressants. Évidemment, on a Saint-Laurent contre André Laurando, un autre de ces duels qui nous interpelle beaucoup. Mais la flèche Champlain-Saint-Laurent, à cause du début de Champlain-Saint-Laurent, j'aime bien ça. Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy, on l'a dit, le Sorel-Tracy, que la machine a l'air partie. Donc, un duel, on pourrait voir beaucoup de buts du côté des Rebelles, en espérant que Saint-Hyacinthe soit capable de survivre à la tempête.
Oui, absolument. Les lauréats qui, ne connaissent pas un bête début de saison tout de même, là, bien qu'ils soient dans le bas du classement, ils n'ont à peine que -4 de différentiel. Ça ne peut que s'améliorer pour la formation de Gabriel Doyon. Ils ont tout de même Esteban Gauthier qui connaît un bon début de saison, lui qui provenait des Patriotes du Cégep de Saint-Laurent au niveau Division 2. Moi, je pense que les lauréats peuvent battre les rebelles ce vendredi soir. Intéressant. Ça va être un match intéressant. Oui, ça va être un match intéressant. Je pense que du côté de Saint-Hyacinthe, on a quand même affronté de bonnes équipes jusqu'à présent. Et d'affronter une équipe de Sorel qui est en confiance, je pense qu'on n'en demandait pas mieux pour tester aussi notre caractère. On a une équipe qui est quand même jeune, des joueurs qui ont beaucoup à prouver cette année. Donc, d'affronter une équipe avec beaucoup de vétérans qui ont quand même du pédigré dans la Ligue collégiale Division 1, je pense qu'on peut voir ça comme un beau défi du côté de Gabriel Doyen et sa formation. Et le match André Laurando contre Saint-Laurent, je m'attends à ce que ce soit le plus gros rendez-vous de la fin de semaine. Honnêtement, là, c'est deux équipes qui vont vouloir s'arracher la victoire actuellement. Les Patriotes ont une fiche de 500. Le Boomerang voudra reprendre, peut-être pas reprendre du poil de la bête, ou du moins connaître une meilleure fin de semaine que comparativement à ce qui a été fait contre Lionel Groux et contre les Lions du Cégep Champlain-Saint-Laurent. Je m'attends à ce que ce soit un duel physique. Je m'attends à ce que ce soit un duel là, où est-ce qu'il va y avoir de chaudes luttes territoriales pour la rondelle. Il ne faut pas l'oublier non plus. Il y avait notamment Charles Paquet, qui est un défenseur du Boomerang, qui est maintenant un attaquant chez les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent, un joueur qui a été transféré d'une équipe à une autre. On parle aussi de Tim Archambault, l'entraîneur-chef des Patriotes, qui a déjà joué sous les ordres d'Alexandre Dandonneau à une certaine époque. Alors, il y a une certaine rivalité là, qui s'est créée avec le temps dans les dernières années. Et bien sûr, il faudra surveiller, oui, Antoine Gagnon du côté de Saint-Laurent, mais il faudra également surveiller Zachary Paulus du côté du Boomerang. Il connaît un excellent début de saison. Il est très dangereux, très physique. Et dès ces 5 premiers matchs, là, depuis le début de la présente campagne, on peut déjà le voir que les joueurs adverses ne l'apprécient pas. En sens où est-ce que à chaque fois que Zachary Paulus est sur la patinoire, lui et un autre joueur de l'autre équipe sont en train de s'échanger des mots d'église. Juste pour vous dire combien que ça peut être serré sur la glace, là. Puis un autre match qui va être intéressant, puis Denzel, tu vas sûrement me seconder là-dessus. On va sûrement se croiser au Colisée Branchot-Brière samedi. Les Griffons qui accueillent le Boomerang un samedi soir à 19h30 dans la région de l'Outaouais. Je pense que ça va être très intéressant, ce match-là aussi, là. Exactement, surtout quand on pense aux matchs qui ont eu lieu l'année passée entre les deux formations. Je pense qu'on avait quand même créé une belle rivalité entre les deux équipes. Il y a plusieurs acteurs qui sont quand même de retour et ça s'annonce un match puis une fin de semaine quand même assez chargée, encore une fois, du côté d'André Laurando. On n'a pas un calendrier facile pour débuter cette campagne 2023-2024. Donc, hâte de voir si les Griffons seront en mesure de brouiller les cartes et pourquoi pas arracher une victoire au Boomerang qui en ce moment joue de l'excellent hockey. Surtout qu'il y a aussi un ancien des Gaulois de Saint-Hyacinthe, Timothée Girard, qui connaît très bien Zachary Paulus. Donc, on a peut-être l'énigme à ce bon début de saison de Zachary Paulus en Outaouais. Il y a plusieurs anciens Gaulois, d'ailleurs, qui se retrouvent dans différentes équipes à travers le circuit, là. Je pense, à Paulus et Quentin du côté d'André Laurando. Je pense à Jules Lampron avec Mathieu Gosselin et Émile Dubois là, du côté de Sorel. Il y en a plusieurs autres ailleurs. Donc, ça veut dire que c'est positif pour le programme de Benoît Rajotte et toute la structure là, des Gaulois. Si, oui, il y a plusieurs joueurs qui se retrouvent dans la LHJMQ, comme Desnoyers et Guité, il y a plusieurs joueurs qui se retrouvent là, du côté de différentes équipes collégiales en provenance des Gaulois de Saint-Hyacinthe. Là.
Absolument, ça veut dire, ça signifie que c'est une bonne pépinière, ça signifie qu'on fait du bon travail à plus bas niveau pour vraiment développer ces jeunes-là. Donc, c'est très bon signe de les regarder. Puis comme vous disiez, je me souviens très bien, l'épisode de début d'année, ça va être le travail de Saint-Hyacinthe de s'assurer d'en garder le maximum parce que si on les envoie aller performer et exceller ailleurs, ben non seulement ils ne viennent pas nous aider, mais en plus, ils nous font mal quand ils nous affrontent. Donc, c'est un élément qui va être à surveiller. Je vais quand même mentionner qu'il y a le match entre Sainte-Foy et Lionel Groulx. Oui. C'est un match, oui, entre deux équipes qui en ce moment sont dernières au classement, mais ça reste un match qui, si tout le monde peut être dans le bon état d'esprit et tout le monde peut dire qu'il est reparti sur des bonnes bases, admettons, puis on va le souhaiter à tout le monde, ça peut donner, en tout cas, il y a un potentiel d'excellent match de hockey là. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, surtout quand on prend en considération que l'offensive de Sainte-Foy a de la difficulté et qu'ils vont affronter une défensive de Lionel Groulx qui est en difficulté. Donc, on a peut-être un élément qui va permettre aux deux équipes de, pourquoi pas, essayer de limiter les dégâts puis de nous offrir un match serré. L'année passée, entre les deux formations, on a eu plusieurs matchs qui se sont rendus jusqu'en prolongation. Donc, pour moi, s'il y a un match qui pourrait se rendre en période supplémentaire, le match entre Lionel Groulx et Sainte-Foy, ça serait un match à surveiller. Et il ne faut pas oublier non plus du côté de Lionel Groulx là, que la formation de Charles Dupéré affronte également les filons du cégep de Thetford. Ça ne sera pas évident pour la formation de Charles Dupéré cette fin de semaine. Il voudra au moins aller chercher 2 points là, au classement général, ça c'est sûr et certain. Le meilleur des éléments pour Charles Dupéré sera justement Gabriel Théoret et Jérémy Thériault. Ces deux joueurs-là se devront de faire le travail. Ils vont vouloir aller chercher des points, pour leur fiche personnelle, mais également aller chercher des points pour la fiche de leur équipe au niveau du classement général. Puis, je regardais les autres matchs également. Là. Les Janois d'Allemand connaissent un très bon début de saison, messieurs. Contre la Flèche dimanche, ça va être intéressant, ça là. Exactement. Puis, ils ne sont qu'à 2 points. Derrière le Boomerang, ils ont 19 buts marqués, 14 buts contre. Ils s'affrontent les Dragons du Collège La Flèche et les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent cette fin de semaine-là. Et je pense que Pascal Hudon se doit d'être satisfait du début de saison de son équipe en sachant qu'il a quasiment tout rebâti de A à Z avec cette formation-là, en prenant en considération que plusieurs joueurs étaient des finissants l'année passée et que là, plusieurs jeunes joueurs offre des belles prestations sous ses ordres à la première année. Je pense qu'il y a vraiment de quoi positif sur quoi bâtir là, du côté des Janois. Là. Absolument, absolument. Ouais, excellente formation. Ouais, vas-y, Denzel. Oui, puis quand on regarde là, qu'est-ce qui se passe à Alma, il faut aussi donner du crédit à un certain Olivier Talbot. C'est un vétéran, c'est un joueur qui a beaucoup de responsabilités cette année, puis produit un bon rythme. Je pense qu'on a aussi des joueurs qui sont en mesure de lever leur niveau de jeu d'un cran. On a un gardien, Olivier Frenette, qui fait le travail aussi. Donc, on a des éléments en place, des joueurs cadres qui en ce moment amènent Alma à jouer à un autre niveau, mais on va certainement se buter à un certain Alexis Cournoyer cette fin de semaine. Donc, il faudra être en mesure de générer de l'offensive si on veut espérer engranger des points face à la Flèche. Il ne faut pas l'oublier non plus, Alexis Cournoyer était parmi les derniers réassignés des camps de la LHJMQ. Il avait connu toute une saison également avec les Estacades de Trois-Rivières au niveau M18 3A du Québec. Donc, vraiment, c'est très positif pour les Dragons que d'avoir Alexis Cournoyer. Le seul point d'interrogation, et cela s'applique pour n'importe quel joueur en provenance de la LHJMQ, est-ce que pendant le temps des fêtes, ces joueurs-là vont remonter dans le circuit de Chickeny? Ça, c'est une autre question, mais avant ça, on va se rendre au pont avant de traverser la rivière. Là. Bien, évidemment, comme tu dis, ça fait toujours partie du risque du métier là, quand tu es coach au niveau collégial, effectivement, de perdre des meilleurs éléments au profit de la JMQ à un moment donné pendant la saison. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut t'assurer d'avoir de la relève. Et des jeunes, là, justement, qui vont performer à des bons niveaux. Ça va être encore une fois absolument intéressant à suivre. Des bonnes histoires, il y a toujours des confrontations intéressantes, il y a toujours des tendances qui se passent qu'on veut, pour lesquelles on essaie de comprendre, pour lesquelles on se pose des questions puis on regarde l'allure.
On a un début de saison fort intéressant. On va espérer que la fin de semaine prochaine soit encore de cet acabit. Et une autre histoire humaine par rapport à cette fin de semaine-là, Philippe, il fallait que je le mentionne. Lorsque le Boomerang a été affronté, les Nordiques du collège Lionel Groulx, c'était l'affrontement entre les deux frères Jolette. Zachary Jolette, qui joue du côté des Nordiques du collège Lionel Groulx en provenance de l'école Mont-Saint-Gabriel, du côté de la Rive-Nord, et Elliott Jolette, qui joue pour le Boomerang. Elliott avait amorcé sa carrière dans le collégial au niveau Division 2. Il évolue maintenant dans la Division 1 depuis 2 saisons. Et chacun d'eux ont marqué un but. Je dis ça comme ça. Maman et papa vont le père des Jolettes, Nicolas, qui d'ailleurs travaille là, avec l'école Saint-Gabriel, pas les Dragons, là, mais bref. Les Coyotes. Les Coyotes. Voilà, je cherchais le nom de l'équipe et pourtant, ce n'est pas du tout le même animal que j'ai nommé, mais bref. Nicolas, il était bien heureux de ça. Il était assis dans une position neutre dans l'aréna, c'est-à-dire en plein centre pour ne pas avoir de parti pris. Très bonne idée. Et il ne portait pas de casquette orange et marine ou une casquette noire et rouge. Il s'en est pas fait faire une des deux couleurs non plus. Non. Parfait. Parce que ça, c'est laid. Exact. Messieurs, je vous remercie infiniment encore une fois d'avoir fait tout ce travail, regardé tout ce qui se passait. Un autre excellent tour d'horizon. Donc, je vous remercie encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine. Bon hockey collégial. Ça fut un plaisir. Toujours un plaisir.